Bon alors aujourd'hui on s'intéresse à un moniteur de la marque KTC, le H27P22S, qui est un moniteur avec une dalle Fast IPS en 4K 160 Hz 27 pouces, qui n'est pas le format le plus commun pour un moniteur 4K, donc allons voir ce que ça donne, c'est parti. Alors un petit peu à l'instar du moniteur de chez Tatanami qu'on avait testé il y a quelques semaines, KTC, c'est une des autres marques de moniteurs chinois qui tentent un petit peu de prendre de l'importance en Europe et ailleurs depuis quelques temps. Et même si c'est pas une marque encore très connue chez nous, comme d'autres fabricants de moniteurs, en fait elle existe depuis assez longtemps. En Chine, la marque existe depuis 1995, donc c'est pas vraiment une marque qui sort de nulle part, c'est juste que jusqu'ici, ils étaient restés, je dirais, cantonnés à la Chine. C'est vrai qu'assez souvent, les moniteurs proposés par ces nouveaux entrants sur le marché européen ont un ratio prestation-prix plutôt bon. Et clairement, on sent que depuis qu'il y a de nouveaux entrants sur le marché, il y a un petit peu une pression à la baisse au niveau des moniteurs. Et ce qui est une très bonne chose pour les consommateurs. Et on aimerait bien aussi, par exemple, que ce soit le cas dans le milieu des cartes graphiques ou des processeurs. Que ce soit aussi compétitif. Mais bon, malheureusement, c'est pas le cas. Du coup, KTC m'a proposé de tester ce modèle, et vu que c'est un format assez atypique, je trouvais que ça serait intéressant, puisque bon, oui, j'aime bien tester des formats un petit peu plus exotiques que les grands classiques, même si c'est toujours intéressant de tester aussi. Donc bon, tout comme pour les deux moniteurs testés récemment, je vais dans un premier temps présenter rapidement le moniteur du jour, et ensuite on parlera du moniteur avec mon frère, puisqu'on a tous les deux pu tester ce moniteur de chez KTC pendant plusieurs jours en utilisation classique. Et en fin de vidéo, on fera un petit peu le tour sur tout ce qui est relevé de sonde et aussi les tests avec l'aperçu de caméra pour voir le ghosting et tout ça. Du coup, pour ce moniteur de KTC, on retrouve une dalle Fast IPS de chez AE Optronic, 4K 27 pouces avec un taux de rafraîchissement de 160 Hz qui est utilisé aussi dans d'autres moniteurs assez similaires. Et c'est vrai qu'on se retrouve sur une taille d'écran plutôt petite, puisque sur PC généralement, pour les moniteurs 4K, on retrouve plus souvent des moniteurs de 32 pouces. Ce qui fait qu'ici, on a un PPI assez élevé de 163, là où sur un 1440p 27 pouces classique, on est sur 109. Donc une densité de pixels assez haute, qui offre donc une image très fine. Et comme pour le 24 pouces 1440p la dernière fois, certains aiment ce genre de compromis, et d'autres trouvent que c'est plus ou moins inutile. Sans oublier qu'évidemment, pour du 4K 160 Hz, il faut aussi une carte graphique suffisamment performante pour l'alimenter, même si le scaling vers la 4K est généralement très bon, et ça permet de s'en sortir sans trop se ruiner. Au niveau du moniteur, physiquement parlant, c'est une plutôt bonne surprise dans l'ensemble. La qualité des matériaux et les finitions sont très correctes. Le pied est de bonne qualité et il est suffisamment stable. Les angles de rotation et d'inclinaison sont plutôt bons aussi. On peut même positionner l'écran en mode portrait si on désire. On a également un passe-câble, et si on veut utiliser un pied externe, il y a le support du VESA 100. À l'arrière du moniteur, on retrouve des lignes plutôt typé gamer, mais rien de trop extravagant pour autant, pas de LED ou autre truc comme ça à l'arrière du moniteur ici. En connectique, c'est assez bien fourni, un port USB-A 2.0, deux ports HDMI 2.1 et deux DisplayPort 1.4, ainsi qu'une sortie jack. Un câble DisplayPort d'1,50 m est fourni avec le moniteur. Par contre, niveau alim ici, on a une brique d'alimentation externe, et là le câble qui va du moniteur à la brique est quand même assez court. C'est vrai que 50 cm uniquement, c'est pas forcément hyper pratique selon votre setup. Mais bon, en dehors de ça, je dirais dans l'ensemble, la construction de l'écran est vraiment très correcte. On n'est pas au niveau du MSI OLED testé la dernière fois par exemple, mais j'ai pas grand chose non plus à reprocher ou à redire ici. Pour l'OSD là aussi, c'est plutôt bon, navigation au joystick, mais celui-ci se situe sur l'arrière de l'écran, un petit peu sur la gauche de la LED qu'on trouve sur la face avant de l'écran qui indique l'état de l'écran, s'il est allumé ou en veille, ce genre de truc, ce qui rend du coup le joystick assez facilement trouvable à l'aveugle, on va dire. Et pour l'OSD en général, c'est du classique, mais ça fait le taf. On n'est pas perdu, tout est accessible assez facilement. Et pour l'OSD, je dirais que là aussi, en fait, on est un petit peu à mi-chemin entre l'OSD vraiment très simple et basique qu'on avait testé sur le Titan Army il y a quelques semaines, et le MSI de la dernière fois qui était beaucoup plus propre dans l'ensemble. Ici on est un petit cran en dessous, mais ça fait le boulot. Et au niveau du tarif, le moniteur se trouve actuellement à 340 € sur Amazon, si vous passez par le lien qui sera dans la description des vidéos, en ajoutant le code de réduction qui sera indiqué là aussi. D'ailleurs, le prix a légèrement baissé entre le moment où on a enregistré l'échange avec mon frère et le moment où j'enregistre cette vidéo, donc c'est aussi à prendre en compte vis-à-vis de notre conclusion, puisqu'au moment où on en parlait, le tarif du moniteur tournait plus aux alentours des 370 € avec réduction. Donc bon, ça change un petit peu la conclusion aussi, ça le rend un petit peu plus intéressant encore. Mais bref, allons voir maintenant les échanges. Alors, comme d'habitude, on se retrouve avec mon frère pour discuter un petit peu de cet écran de chez KTC. Déjà, comment tu vas? Ça va, en week-end, tranquille. Silent Hill 2 Remake est fort sympathique. Dragon Ball Sparking Zero est sympathique aussi. Je vis dans une époque mémorable. C'est vrai que c'est deux types de jeux. Je suis fin heureux. Oui, ouais. je suis très content.
Voilà. Du coup, bah, pour l'écran 4TC, bah, comme d'habitude, t'as passé plusieurs jours avec. Ouais. Bah, moi aussi, hein, évidemment. Qu'est-ce que t'en as pensé dans l'ensemble? Déjà, bah, niveau leur qualité de fabrication, expérience. Pas agréablement surpris en règle générale. Qualité de fabrication plutôt bonne, hein. Le pied de l'écran est plutôt qualitatif. En carré, donc ça prend moins de place. Adaptable en hauteur, machin, etc. Très très peu de wobble. Un petit trou pour passer les câbles. On va le noter quand même. Après, bon, l'écran lui-même, du bon plastoc. Après, les bordures sont pas très fines, le menton est un petit peu fat, mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Donc, non, niveau qualité de fabrication, agréablement surpris. Pour le prix, c'est pas trop mal. Ensuite, pour l'écran lui-même, j'avoue qu'à la base, le 4K me faisait un peu peur. Enfin, peur, c'est un grand mot, parce que la 4K en général, on pense plus en 32 pouces qu'en 27 pouces, mais agréablement surpris quand même, parce qu'au final, c'est quand même vachement net, surtout dans les triple A. J'ai lancé Cyberpunk et j'étais en mode ah ouais quand même c'est ultra net quoi. Je m'attendais pas à une diff aussi importante dans les triple A en tout cas. Et non bon écran dans l'ensemble franchement. C'est pas ma cam encore une fois, mais agréablement surpris par l'écran tout de même. Bah, moi, au niveau de la qualité de fabrication, ce que j'ai observé, bon, c'est que si on devait faire la moyenne avec les 3 écrans qu'on a testés maintenant, bon, c'est un petit peu celui qui se placerait au milieu au niveau de la Ouais. qualité de fabrication. On avait le Titan Army qui était vraiment assez cheapos sur sa constru, sur le Strict pied, minimum. le plastique vraiment très, très light. Là, le KTC, c'est quand même un cran au-dessus au niveau de la qualité de fabrication et la finition, quoi, on va dire. Après, bon, comme on avait noté, avec le Titan Army, sa force, c'était du coup sa dalle pour le tarif qui était plutôt sympa. Ouais. Là, bon, c'est une dalle totalement différente. C'est vrai que là, c'est du 27 pouces 4K. Après, par certains côtés, ça ressemble un petit peu au Titan Army aussi, puisque c'était du 1440p 24 pouces, on va dire. Oui. Donc avec un PPI très élevé. Là, c'est vrai qu'encore une fois, bon là c'est un PPI encore plus élevé du coup, 4K 27, c'est vraiment énorme. Un très très gros PPI. Très très gros PPI, n'est-ce pas? Travaux publics. Écoute, petit lapsus. Ouais, ça arrive. Quoi. Ah oui, c'est vrai, le TPI. Mais Bref. bon. Oui, c'est vrai que le 4K 27. Alors, il y a des gens qui vont trouver que ça sert à rien. Il y en a d'autres qui vont trouver ça sympa. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien ce genre d'écran, justement, de format. Enfin, au niveau de la dalle et tout, c'est du 160, hein, c'est pas du Ouais. 160. 160 en fast IPS. Donc bon, niveau de l'input lag, je sais plus parler, c'est quand même assez bas au ressenti, donc c'est cool. Bon après 160 Hz, ça fera pas de miracle entre guillemets si vous faites du jeu compétitif encore une fois. Mais pour des jeux triple A en tout cas, ça fait largement l'affaire. Si votre utilisation principale c'est vraiment du triple A, ça reste un très bon écran. Si vous faites du jeu compétitif, c'est clairement pas l'objectif de cet écran, hein. Genre en 4K, bon voilà, c'est pas, c'est pas le but du truc. Ouais. Mais ça fait le taf, ça peut faire le taf. Mais pour les autres jeux vraiment type triple A, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment bon. Après, l'avantage aussi, je trouve, du 4K sur type de dalle, c'est un petit peu comme avec les PC portables que j'ai testé il y a pas très longtemps. C'est que du coup, comme le PPI est très élevé, c'est que du coup, quand tu passes par l'upscaling, tu le vois moins que sur un écran plus grand. Et du coup, on peut s'en sortir même sans avoir forcément besoin d'une carte graphique de malade Mm. avec l'upscaling. Oui. C'est que le 4K natif, ça restera C'est ça. compliqué, mais c'est surprenamment plutôt bien exploitable et la qualité reste vraiment très bien. Ah bah vu que l'upscaling est fait pour la 4K en théorie, c'est Ouais, en sûr que plus. sur un 27 pouces, obligatoirement ça aura un meilleur rendu que si vous faites de l'upscaling sur un 1080p où c'est dégueulasse, ou un 1440p où c'est entre les deux quoi. Donc c'est vrai que c'est l'un des avantages de cet écran, entre guillemets, si on peut dire que c'est un avantage. Oui, oui. Après, bon, oui, tu parlais de la colorimétrie. Ouais. Au niveau des profils, avec la sonde, j'ai noté des trucs un peu bizarres. C'est que souvent, sur les moniteurs, il y a des profils de base et un profil par exemple sRGB, souvent sur les écrans. Là, le profil sRGB du KTC, ben, étrangement, avait un moins bon delta que le profil de base. Donc,
c'est gênant. Mais le profil de base est un peu plus saturé, je vais dire, tandis que le profil sRGB est un peu plus terne. Après, je sais pas s'il est bien calibré ou pas, mais je sais pas si... Enfin, au niveau du respect de cette colorimétrie-là, c'est pas ce que j'utiliserais du coup. Mais bon. Ouais, et puis en plus, en mode sRGB, les réglages sont locked. Donc de ce fait, tu ne Oui. peux absolument rien changer. Donc oui, un petit peu relou. Bon après, enfin pour moi en tout cas, si vous mettez le profil de base et qui est peut-être un peu trop saturé effectivement, juste baisser un petit peu le vert, genre de 1 point ou 2 et le bleu de 5-6 points. Et après le reste, j'ai pas touché, j'ai laissé le contraste, le black equalizer à 50. Et pour moi après c'était plutôt bon. Bon après j'ai pas la sonde, hein, donc je peux pas trop juger à ce niveau-là. Et l'écran est aussi assez lumineux pour le coup, parce que moi je le mettais à 28 dans ces eaux-là et je le trouvais largement suffisant. Je pense que si je le mettais plus, ça m'arrachait la rétine. Bon, c'est très subjectif, mais moi je mets pas les écrans très très élevés en luminosité. Mais en tout cas, il y avait quand même de quoi monter. Il y avait une sacrée marge de progression. Donc moi j'ai rien changé quasiment à part le profil de base au niveau des couleurs, parce que le reste ça me convenait très très bien. Donc au final, il n'y a pas grand chose à changer. Si on peut aussi parler des réglages de l'OSD au niveau de l'overdrive. Il y a plusieurs réglages d'overdrive, mais le souci c'est que je trouve que tous ces réglages d'overdrive ne sont pas forcément optimisés, dans le sens où selon le type de jeu que vous allez jouer, il faudra changer le profil d'overdrive. C'est-à-dire que si vous faites un jeu compétitif, admettons, vous pouvez le mettre au plus rapide parce qu'il y a besoin de l'input lag le plus bas pour faire du jeu compétitif. Mais le souci c'est que si vous passez après sur un jeu AAA où là il y a beaucoup moins de FPS et beaucoup moins de taux de rafraîchissement, il faudra changer le profil d'overdrive parce que sinon ça va faire un ghosting de malade, l'inverse ghosting et tout ça. Et donc au final j'ai mis aucun profil d'overdrive, je l'ai laissé en off et ça me convenait plutôt bien pour tout. J'ai testé tous les jeux, enfin tous les types de jeux après avec l'overdrive off. Et j'ai pas vraiment senti de grosses différences entre le off standard, advanced ou ultra fast. Il me semble que c'est les 4 réglages. Donc pour pas vous embêter, désactivez l'overdrive, laissez en off, ça ira très bien. Et comme ça, au moins de soucis de ghosting et tout ça. Et il y avait aussi un autre réglage que je trouve peut être une excellente idée, mais très très mal exécuté sur cet écran, c'est le Dynamic Overdrive, où en gros l'écran est supposé adapter l'overdrive selon le taux de rafraîchissement et selon les FPS qui se prend dans la tronche. Et selon le jeu que vous faites. Alors, à l'utilisation, j'ai vu aucune différence. Je ne sais pas ce que ça fait. Je ne sais pas si ça change réellement d'overdrive. Et en plus, au niveau de l'OSD, il n'y a aucun indicateur qui dit, par exemple, bah là, dans telle situation, vous êtes en advanced, vous êtes en ultra fast, et là, vous êtes en off, ou là, vous êtes en machin. Il n'y a aucune indication. Donc, je ne sais pas ce que ça fait. Je ne sais pas en quel mode ça le met. L'idée est excellente, mais j'aurais bien aimé savoir ce que ça change. Une petite indication sur l'OSD avec un petit dynamic overdrive, petit point. Vous êtes dans tel mode, ça aurait peut-être été plus judicieux et plus sympa, mais ça n'y est pas. Et c'est con parce que l'idée, je la trouve très très bonne, mais j'ai pas trop compris en fait, parce que c'est vrai que qu'il le propose, ça que l'idée sur papier paraît très bien, parce que c'est un des gros, je dirais, points faibles des IPS parfois, c'est justement de jongler entre les profils. Des VA aussi, enfin les dalles hors OLED en général, qui ont des profils d'overdrive, mais... Mais c'est vrai que du coup là, on sait pas ce qu'il fait en fait, il n'y a aucune doc là-dessus, enfin, il n'y a aucune info, y a rien. Du coup, et à l'usage, on voit pas forcément de trucs. Puis après, tu te poses la question, est-ce que ça l'active à tel ou tel niveau de rafraîchissement Est-ce qu'il capte combien de FPS ça balance, du coup il ajuste et tout? Bah on sait pas. Non. Du coup, essayez, hein, si vous achetez l'écran, peut-être que ça va vous convenir. Après, moi au niveau des profils, j'avoue que j'ai testé la motion clarity et le ghosting et tout ça. Le réglage par défaut me paraît aussi, sans overdrive, me paraît le plus utilisable en fait. L'overdrive 1 était correct, je sais plus comment il s'appelle. C'est en standard, si je ne dis pas de bêtises. C'était ok, mais c'est vrai que tout de suite après, les autres modes plus avancés, ça c'est du ghosting de plus en plus prononcé en fait. Et l'inverse ghosting aussi. Et après, il y avait aussi le mode... Le MPRT, tellement comme il l'appelle sur cet écran. Le backlight strobing. Alors, il y a du MPRT, ce qui est assez rare. Oui, et surtout qu'en plus, sur les tests des autres, personne ne l'a trouvé et personne ne l'a dit. Alors que pourtant, il existe bel et bien.
C'était un peu planqué, enfin planqué. Oui et non, c'est parce qu'en gros le mode il est grisé quand vous avez le G-Sync ou le FreeSync d'activer, et en gros si vous voulez activer le backlight strobing, il faut désactiver le G-Sync ou le FreeSync, et là c'est plus en grisé, et là on peut l'activer. Et je pense que la plupart des testeurs n'ont pas pensé à désactiver le FreeSync et le G-Sync, sauf que en règle générale, pour pouvoir activer le backlight strobing, il faut le désactiver, parce que les deux ne sont pas forcément compatibles ensemble, sauf sur certains écrans type Asus où il y a le LMB si je dis pas de bêtises, mais c'est pas tip top quoi. Mais ça existe, ça a le mérite d'exister. Après, bon, c'était pas trop utilisable non plus dans le sens où il y avait quand même pas mal de double images et que ça baisse vachement la luminosité aussi, mais ça a le mérite d'exister. Bah, je l'avais testé aussi avec le test UFO. Bon, c'est vrai que la luminosité en prend clairement un coup, et c'est vrai que oui, ça fait un ghosting de malade. Hein. Ouais. Après, peut-être que dans certains usages, pour certaines personnes, ça peut être intéressant. Après, j'avoue, bon, je pense pas que ce soit un argument pour cet écran-là. Mais... c'est peut-être plus intéressant quand tu joues à 60 Hz, je sais pas. Il y avait pas un débat là-dessus. Je sais plus où j'avais vu ça, mais comme quoi à 60 Hz, le backlight strobing sur les anciens jeux, ça peut être assez pratique et assez utile. Mais bon, j'ai pas forcément testé ça. Mais... bref, je m'égare. J'avais un débat là-dessus, il y a perpète, ça me revient à la couche, je sais pas pourquoi. Mais bref, ça existe, ça se teste. Et ça a le mérite d'exister. Ouais. Après, sinon, bah, au niveau de la dalle, hein, c'est de l'IPS, je dirais, du face IPS avec son lot de avantages, inconvénients, quoi. Ils sont toujours les mêmes, hein. Bon, les angles de vision sont corrects, sont plutôt bons. Les contrastes, ça par contre, pas incroyable. Pas foufou. Les noirs, bah, il y a quand même du glowing et du bleeding hein, sur l'écran. Enfin, toi, tu les as... T'avais testé des jeux d'horreur, toi, dessus? Ouais, bah DAL IPS oblige, il y a un peu de glow et de bleed. Après, c'est pas non plus catastrophique. C'est pas comme les anciennes dalles à l'époque, encore une fois, où c'était lequel déjà le PG279Q de Asus. Où là, il y avait vraiment un glowing et un bleeding de ouf selon la dalle. Là, je trouve que c'est moins prononcé, des souvenirs que j'en ai. Donc, c'est pas trop gênant. Ça se voit, mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Et puis, bon, oui, sur le jeu d'horreur, bah, le noir, ça fait un peu gris, quoi. DAL IPS oblige, c'est pas le best en termes de contraste et pour faire les jeux d'horreur, mais ça se fait. Après, autre truc intéressant, c'est que 4K27, ça peut aussi être un format intéressant pour ceux qui jouent sur console et qui veulent un petit écran pour le pencher une console dans un bureau, par exemple. Ouais, clairement. Il y en a, hein. C'est pas l'usage le plus fréquent, mais... ça existe. Ça existe. Ceux qui ne veulent pas jouer dans leur salon devant la télé parce qu'il y a les gosses ou je ne sais quoi et qui veulent être tranquilles dans un bureau et jouer à la console, et bah c'est un écran qui peut être fait pour ça, effectivement. Et ça marcherait très très bien vu que HDMI 2.1 si je dis pas de bêtises, donc pour la compatibilité avec les consoles c'est nickel. 2 DisplayPort 1.4A, si je ne dis pas de bêtises, et un USB 2.0 et un jack 3.5. Assez complet au niveau quand même des connectiques. Ouais. C'est sympa. Donc pour moi, il y a aussi un léger effet vignette, mais bon, c'est vraiment très très légèrement visible, donc c'est pas si gênant que ça, mais souligner quand même pour ceux que ça embête. Après, on n'a pas parlé de l'OSD dans sa globalité aussi, qui est assez simple à naviguer, intuitif, avec un petit joystick. Toujours sympa d'avoir un petit joystick. On peut changer la couleur de l'OSD et le bouger où on veut. Ça par contre c'est pratique ça, de le changer où on veut, ça veut dire qu'on peut le mettre carrément en bas à gauche ou en bas à droite ou bref où vous voulez. Comme ça si vous allez sur l'OSD et que vous êtes en pleine game, et bah c'est pas en plein milieu, et ça c'est plutôt cool. Ils devraient tous le faire, je trouve que ça c'est vraiment sympa. Bon après du classique, hein, on peut régler le G-Sync, le FreeSync, les couleurs machin etc. Et qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait les trucs de gamers classiques hein, comme la fameuse crosshair, etc. Que quasiment personne n'utilise. Ah oui, il y avait aussi par contre un truc très très relou sur cet OSD. Je ne sais pas pourquoi KTC a fait ça. C'est que dès qu'on veut changer un réglage, peu importe lequel, que ce soit luminosité, contraste, couleur, etc. Il y a toujours un petit pop-up qui demande si on veut vraiment changer le réglage. Alors en fait, oui, si j'appuie sur ce réglage-là et que je fais le plus et le moins, c'est pour le modifier en fait, ce n'est pas pour rester sur le même. Donc arrêtez de me demander à chaque fois la confirmation, ça me rend fou. Moi, à chaque fois que je testais des trucs et que je changeais les réglages, êtes-vous sûr de vouloir changer le réglage parce que ça va consommer plus? Mais oui en fait que je veux le changer. Faites-le une seule fois et après basta, mais pas à chaque fois. Ça me rendait fou, purée. Quelle idée de faire ça. Je t'avoue qu'en faisant des tests de son sur la luminosité, c'est un peu lourd.
Ah ouais, quel enfer, quoi. Je comprends Et pas. c'est un petit peu le êtes-vous sûr de vouloir d'être sûr? Ah mais ouais, D'être mais c'est trop de chelou, la quoi. sûreté de votre raisonnement. On dirait, je sais pas, le message écolo en mode vous êtes sûr de vouloir faire ça, ça va consommer plus, hein. Mais oui, je suis sûr, en fait, laissez-moi faire. Ouais. Enfin Bon, bref. après, si vous bidouillez pas l'écran trop souvent, bah, être trop Ouais. gênant, mais c'est vrai que au début, quand tu cherches un peu à trouver l'image qui te plaît, c'est un peu lourdingue. Ah ouais, quand tu fais des tests et que tu dois changer les réglages, mais quel enfer, quoi. À chaque fois le pop-up, quoi, ça manque pas, direct. Ça arrivait 50 fois, quoi. Un Mais c'est enfer. vrai qu'ils auraient pu mettre un genre de timer dessus. Bah oui, ou juste une confirmation comme sur tous les trucs où tu confirmes une fois et après basta, ou un petit truc ne plus affiché en dessous. Enfin. Bref, c'est du chipotage, mais oh, qu'est-ce que Oui, c'était oui. chiant quand même, quoi. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, l'OSD est quand même plutôt bien. Oui. Bon, après, à chaque fois, on compare avec le Titan Army, parce que c'est un des autres écrans qu'on a testé. C'est vrai que, Oui. c'est pas aussi propre que le MSI. C'est au middle, quoi. C'est Middle c'est tier. vrai que c'est un peu la. Le truc général, hein, c'est un peu entre les deux. Ouais. Mais on peut le bouger, et ça c'est cool. Franchement, ça c'est vraiment cool. Après, bah le prix. 469 € sans coupon, si je ne dis pas de bêtises, 390 avec. Bon, je sais pas encore pourquoi ils font le délire des coupons. Laissez-le à 3,90. Il doit y avoir une raison. Surtout qu'en plus, moi ils m'ont donné un code de réduction, donc je crois que tu peux l'avoir à 370. Et il est à 370 sur leur site de KTC directement. Donc oui, c'est le prix qui est visé. Donc le prix affiché de 450 est un peu trompeur. Mais c'est un petit peu dommage en plus cette histoire de coupon, parce que du coup, tu vois le tarif affiché sur Amazon, premier abord, ça donne peut-être pas forcément envie, parce que du coup le prix est assez élevé. Ouais. Alors que tu peux le baisser de quasiment de 100 balles. Ah, et puis, surtout que le prix à 460, quand on prend en équivalent chez Asus, qui est exactement la même dalle, je pense, qui a un Strix, je sais plus la ref exacte, je crois qu'elle est à 450. Et ce qui fait que quand on voit le KTC à 460, on est en mode bah pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à prendre le KTC alors qu'il y a le Asus qui est exactement au même tarif, et que je présume que la garantie chez Asus c'est beaucoup plus simple à faire fonctionner que chez KTC par exemple. Donc oui, je sais pas, mettez-le à 390 ou 370 direct plutôt que de le laisser à ce tarif-là, alors qu'en équivalent chez Asus c'est exactement le même tarif. C'est logique que les gens vont prendre plus le Asus que le KTC, parce que la marque est bien plus connue et que bah, ça n'a pas de sens de prendre KTC à ce prix-là, quoi. Et il doit y avoir un truc, hein, puisque c'est vrai que ce soit le Titan Army ou celui-là, les deux marques font la même chose à ce niveau-là. Ouais, c'est bizarre. À savoir avoir un coupon de réduc et un code pour encore baisser le prix. Donc, alors je sais pas si ça leur permet d'économiser des machins sur Amazon, aucune idée. Mais c'est vrai que du coup au niveau du placement, quand tu fais une recherche, bah, de premier abord tu vois le tarif normal, du coup il est élevé. Et, du coup bah, je pense qu'ils perdent un peu d'opportunités de vente à cause de ça, quoi. Bah ouais, c'est un peu dommage. Parce qu'à 370, ça vaut le coup pour le coup. Pour ceux qui recherchent ce type d'écran avec ce type de dalle, à 370, ça fait largement le taf. Hein. Bah, du 4K160, alors 27 pouces certes, mais pour ceux qui cherchent ce format-là, avec un écran 4K, à 360, bah, comparé à une paire d'années, ça aurait coûté le double, hein, facile. Ah oui, oui. Clairement. C'est vrai que les écrans IPS, ça a quand même fortement baissé. Oui, c'est vrai que maintenant, tous les écrans style le Titan Army ou même celui-là ou d'autres dalles, même à 240 Hz, etc., ça a baissé de prix de ouf. Hein. C'est vrai qu'il y a quelques années, ça aurait coûté le double, voire le triple chez certains constructeurs. Et non, franchement, là, on est dans un moment où les écrans, les bons écrans en tout cas, sont vraiment pas trop chers, hormis les OLED, mais ça commence à baisser aussi de prix légèrement. Mais c'est vrai que là, si vous cherchez un écran et que vous avez des critères bien précis, on peut trouver un peu de tout à un tarif largement plus accessible qu'à une époque, quoi. Et c'est plutôt cool, franchement. C'est vrai que si vous avez un écran assez ancien, ça peut être intéressant de changer pour un truc plus moderne. Parce qu'il y a quand même eu des évolutions à tous les niveaux, hein, que ce soit même par rapport aux dalles IPS d'il y a quelques années. Même ces dalles-là qu'on a sur le KTC, les fast IPS sont quand même plutôt sympas. Clairement, les dalles ont pas mal évolué, que ce soit en VA ou en IPS. TN aussi d'ailleurs, hein, les TN maintenant, il y en a des pas dégueux, même si ça aussi c'est défaut. Hein. Toutes les dalles ont leurs défauts de toute façon. Mais non, franchement, c'est vrai que maintenant pour changer d'écran, c'est beaucoup plus accessible et c'est cool. Enfin, n'hésitez pas, si vous voulez changer, même à un budget très restreint, maintenant on peut avoir des trucs franchement pas dégueux. Donc c'est chouette, c'est vraiment chouette. Bon, après, juste en conclusion.
cet écran, je trouve qu'il est vachement fait pour les AAA ou pour ceux qui jouent sur console. Si vous êtes un gros joueur de AAA et que vous voulez changer d'écran, avoir un 4K sympathique à un prix accessible et en 27 pouces, je recommande, il est vraiment sympathique pour ce prix, quoi. À 370, c'est difficile de trouver mieux avec ces critères-là en tout cas. On n'a pas parlé, mais aussi le câble d'Alim qui est un peu... Ah oui, c'est vrai, le câble d'Alim, mon dieu, comment j'ai pu oublier une chose pareille. Le câble d'Alim est extrêmement court. Ouais. Bah, en fait, il est en deux parties. Il y a une brique et après un câble d'Alim classique. Et la première partie, qui va de l'écran à la brique, il n'y a que 50 cm à peu près, ce qui est très vraiment court. Donc ça c'est un peu... On aurait au moins aimé avoir le double quoi à ce niveau-là. Ouais, très très court parce que clairement j'ai dû le poser sur mon bureau parce que j'ai mon pied d'écran qui est assez haut. Donc j'ai été obligé de mettre la brique sur mon bureau, ce qui faisait pas très beau et j'étais un peu triste j'avoue. Mais ouais, ça c'est un peu chiant. Après on peut genre mettre du double face et mettre la brique sur le derrière de l'écran. Oui, genre de truc. Mais c'est vrai que sinon ça c'est quand même un peu mal foutu. Après le pied de l'écran, pas trop de wobbling aussi, les bras d'écran aussi, bon, on peut mettre il est compatible VESA, je sais pas si on l'avait dit. Oui, compatible VESA 100x100. Et pour le coup, les vis de mon bras se sont très très bien enfoncées. Contrairement, faut le préciser, hein, contrairement au Titan Army où j'ai peur, celui-là c'est passé nickel. J'étais très content d'avoir pouvoir mettre ma vis jusqu'au bout, hein, moi c'est mon petit plaisir. J'adore enfoncer des trucs dans des trous. Et bref. Je peux comprendre. Nous écartons du sujet, mais oui, non, franchement, qualité de fabrication, sinon très bien, hormis le câble d'Alim. On chipote. Le pied de base est sympa aussi. Oui. Donc, on l'a déjà dit, mais c'est correct. On peut le rappeler, c'est correct. Et un petit trou pour passer les câbles. Et non, par contre, s'il vous plaît, les constructeurs d'écran, faites comme c'était le MSI, je crois, où vous avez juste le câble d'Alim classique comme sur les PC, quoi. Ça, c'est. Faites tout ça, s'il vous plaît, c'est 100 fois mieux, 100 fois plus simple. Et il y a un câble DisplayPort aussi, dans la boîte. Ouais. C'est vrai que ça dépend, hein. Chaque fois, on a un câble différent selon l'écran. Un HDMI ou un DisplayPort, attention, c'est pile ou face. Je sais pas comment ils procèdent au choix, mais c'est vrai que ça, par contre, il y a quelques années, souvent, ils te filaient tous les câbles. Ouais. Si t'avais un HDMI ou DisplayPort, t'avais les deux. Mais là, maintenant, à chaque fois, il y en a qu'un. Ouais, ou alors c'est sur les très haut de gamme où ils mettent tous les câbles, mais sur les écrans, on va dire bas de gamme, milieu de gamme, à chaque fois il n'y en a qu'un, et je ne sais pas pourquoi, et je ne sais pas comment ils font le choix. C'est la roulette russe. C'est ça, c'est en mode, sur celui-là on va mettre un DisplayPort, et sur l'autre on va mettre un HDMI, lololol, enfin je sais pas, je comprends pas non plus, mais sur celui-là en tout cas c'est un DisplayPort. Il est pas très grand non plus, hein. C'est vrai qu'au niveau des câbles c'est pas... un peu court. Mais ils aiment bien les petits câbles chez KTC. C'est vrai, bah c'est moins cher. Oui, certes. On va chercher plus loin. Ouais, non, sinon, moi, pareil, hein, je trouve que l'écran, encore une fois, hein, si vous voulez un écran avec un PPI très élevé, 4K 27, pour le prix, c'est pas dégueu. Ouais. Pas dégueu du tout. Bon, bah, fais ta pub comme d'hab, et puis après, j'enchaînerai... Alors, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Twitch, Pedrolito TTV. Je fais un peu de tout, multigaming, hein, jeux compétitifs, jeux AAA, jeux solo, jeux d'horreur aussi, que j'aime bien parce que je suis une grosse flippette. N'hésitez pas à venir faire un petit coucou si vous avez des questions sur les écrans ou même les périphériques en général. Hein, c'est un petit peu ma cam, tout ce qui est écran, clavier, souris, tapis de souris, machin, etc. Donc n'hésitez pas à venir passer faire un petit coucou, ça fait toujours extrêmement plaisir. Voilà. Ah bah mon frère, comme d'habitude, un grand merci. Et puis on continue le test. Et bisous. Au revoir. Alors, on se retrouve pour les relevés de la sonde et tout ça. Alors, au niveau des couleurs et contrastes, alors, avec le profil par défaut, bah, les résultats sont très corrects. Puisqu'on est sur 100% du sRGB, 84% Adobe RGB et 92% du P3. Ce qui est assez classique hein, sur ce type de dalle, et c'est suffisamment correct pour du gaming. Et pour travailler un peu aussi, même si bien évidemment, hein, c'est pas un moniteur qui est orienté, je dirais, pour un professionnel de la photo par exemple. Et au niveau de la luminosité et des contrastes, sur la luminosité max, on est sur 458 nits, ce qui est dans la moyenne hein, pour l'IPS. Les contrastes, par contre, là aussi, IPS oblige, c'est pas dingo, puisqu'on arrive assez vite sur grosso modo du 1100 pour 1. Et les noirs manquent évidemment de profondeur, on est loin de la OLED à ce niveau-là. Pour le profil sRGB maintenant, alors, comme je le disais dans la vidéo, c'est assez particulier, puisque comme on peut le voir ici, c'est moins bon à tous les niveaux, au niveau de la colorimétrie, que ce soit le sRGB qui passe à 94% au lieu de 100, l'Adobe RGB chute lui aussi de 84 à 71 et le P3 de 92 à 71. Et clairement,
les couleurs sont un peu plus ternes et le respect est moins bon. Donc personnellement, je vois pas trop l'utilité d'aller vers ce profil-là, hein. Autant rester sur celui par défaut, d'autant plus que le profil sRGB, on peut quasiment rien modifier, ce qui n'est pas le cas du profil par défaut, qu'on peut encore ajouter un petit peu, je dirais selon ses préférences. Et au niveau de la luminosité et des contrastes, on est dans les mêmes eaux qu'avec le profil de base, un peak brightness autour des 450 nits et les contrastes tournent toujours aux alentours des 1100 pour 1. Pour le profil HDR, alors au niveau des couleurs, on est moins bon que sur le profil par défaut en SDR, mais c'est pas non plus la catastrophe. Par contre, pour la luminosité, et au niveau des contrastes aussi, on y perd pas mal, puisqu'on l'a maintenant en cap à 252 nits, et pour les contrastes, on chute aussi à 600 pour 1. Bon, comme bien souvent, le HDR sur ce type d'écran, c'est malheureusement plus une case marketing qu'un vrai HDR, donc c'est plus à éviter qu'autre chose, puisque là, ici, comme on le voit, grosso modo, on divise la luminosité et les contrastes par deux. Donc bref, au niveau couleur, on reste sur l'IPS avec les forces et faiblesses de la techno, à savoir des couleurs agréables à l'œil et ici suffisamment bonnes pour du gaming, ainsi qu'une luminosité qui peut être assez élevée si on le souhaite, même si pour moi par exemple à 50% c'est plus que suffisant ici. Et on a aussi des angles de vision qui sont très bons. Par contre, au niveau des contrastes et des noirs, c'est pas forcément le type de dalle qui vous fournira la meilleure expérience, dans les jeux d'horreur par exemple, même si évidemment on s'y fait. Mon exemplaire de test avait également un petit peu de bleeding sur la partie bas gauche de l'écran, mais ça reste quand même plutôt correct, si on compare avec les IPS d'il y a quelques années. C'est beaucoup plus discret que ça ne l'était à une certaine époque, je trouve. Ici, on le voit quand l'écran est totalement noir, mais c'est pas non plus dramatique. Et donc, relevons maintenant ce que ça donne au niveau du ghosting. Et là, bien évidemment, on sera pas aussi bon qu'avec un OLED 360 Hz ou même le Titan Army Sadal Fast IPS 240 Hz. Mais malgré tout, comme on peut le voir ici, c'est très correct pour du 160 Hz. Même si oui, on observe un poil de ghosting derrière les UFO, ici, avec le profil de base, et très clairement, la motion clarity est moins bonne que sur les deux autres moniteurs qu'on a testés dernièrement, et en augmentant l'overdrive, celui-ci serait de plus en plus prononcé, comme indiqué lors des échanges avec mon frère. Et comme on l'avait dit également dans les échanges, quand on active le MPRT, donc le backlight strobing, on observe une sorte de double image qui est quand même assez visible. Personnellement, je vois pas trop l'intérêt de l'activer, puisqu'on y perd un petit peu trop à mon goût. Après, certains préfèrent peut-être avoir un petit peu plus de réactivité. Ça vous regarde. Donc au final, ce moniteur de chez KTC est plutôt sympathique pour son prix. 340 € pour du 4K 160 Hz en 27 pouces, ça peut être sympa si ce format vous intéresse, que ce soit pour un PC ou une console, je dirais pour un setup orienté console de bureau, ou pour les espaces restreints. Alors évidemment, ce ne sera pas un format qui intéressera tout le monde, Pour les joueurs compétitifs par exemple, celui-ci n'a pas grand intérêt. Ça fait plus sens de partir sur un moniteur 1440p plus rapide par exemple. Mais c'est vrai que pour des jeux solo, les MMORPG, tout ça, l'écran peut être intéressant, même s'il faudra avoir une config suffisamment solide pour du 4K à 100 Hz et plus. Mais pour moins de 350 € avec la réduction, je dirais que c'est pas déconnant pour ce type de moniteur, et clairement, ce type d'écran aurait coûté bien plus cher il n'y a pas si longtemps que ça. Alors évidemment, vient aussi la question de la garantie. KTC indique une garantie standard de 2 ans, si on achète le produit sur Amazon, et il faudra suivre le process de garantie en passant par Amazon. Alors après, je sais pas si le délai de remplacement et tout ça est rapide ou pas, mais KTC ont apparemment des entrepôts en Europe, donc j'espère que le traitement soit suffisamment rapide en cas de pépin avec le moniteur. Et puis ce sera le dernier test de moniteur pour un petit moment, puisque j'en ai pas d'autres de moniteur en test pour l'instant, mais j'espère que vous aurez apprécié ces quelques petits tests jusqu'ici. Alors évidemment, j'ai pas accès à du matos de pointe au niveau de la sonde, ou la pursuite caméra, sans même parler des tests sur la réactivité et compagnie, qu'on peut pas faire pour l'instant, donc on fait avec les moyens du bord, et c'est vrai que c'est un format de vidéo assez différent, je dirais, des tests de moniteur classiques, puisqu'on passe plusieurs jours, moi et mon frère, avec les moniteurs, avant d'en parler, tout en gardant à l'esprit qu'au-delà des specs, des relevés de stats brut et compagnie, qu'on peut trouver dans les tests de moniteurs habituels, il y a aussi une bonne partie de subjectivité avec les moniteurs, vu que tout le monde n'a pas les mêmes exigences, besoins ou envies, ou ressenti sur telle ou telle techno, type de dalle ou la motion clarity par exemple. Et la plupart du temps, il n'y a qu'en ayant le moniteur sous les yeux au final qu'on peut se faire un avis pour son propre usage. Et on est bien conscient que c'est pas évident de faire un choix un petit peu à l'aveugle, puisque on est comme vous, quand moi j'achète un moniteur par exemple, on attend toujours anxieusement de le recevoir pour se faire un avis sans être trop sûr d'être satisfait ou pas. J'espère ici qu'on aura au moins, je dirais, pu donner une idée de à quoi s'attendre avec les moniteurs qu'on a testés. Du moins, c'était le but.
Enfin bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez soutenir la chaîne, les machins pénibles de YouTube, la page Amazon de la chaîne, si vous voulez avoir des idées de config PC de type, les cartes graphiques du moment, tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Et comme toujours, un immense merci aux membres soutiens YouTube et Ko-fi de la chaîne, qui permettent à la chaîne de rester en vie tout simplement. Donc encore un grand merci à vous tous. Et puis sinon, on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!